compléter. Nous, on va venir faire un wrap-up de ce que vous avez vu ce matin. Je vais juste changer. On est conscient qu'on est littéralement le dernier obstacle entre vous et le lunch, qu'on va faire ça de façon... on va faire ça de façon... on va faire ça rondement. Ça sera pas long. Ça marche. Ça, j'ai plus besoin de ce micro-là. Hein. Dernier 10 secondes sur Patrick, la question sur le transfert entre ses travaux puis ce qui se fait en gestion. Vous pourrez regarder dans le CV de Patrick, là, il y a presque autant de publications avec moi dans le domaine de la gestion et sur l'apprentissage de logiciels comme les logiciels de gestion intégrée. On a fait beaucoup de travaux avec SAP puis l'apprentissage des logiciels de gestion intégrée. Donc, je peux en témoigner, là, il y a une littérature super intéressante en éducation duquel on s'inspire pour tenter de mieux former les utilisateurs de logiciels en gestion. Donc on va faire un wrap-up en vous présentant ce que nous, on comprend de l'engagement, puis comment on le perçoit, puis qu'on l'utilise dans le lab, le mesure, et aussi la notion d'itération et de UX agile. Bien, je pense que je ne vous apprendrai rien aujourd'hui sur les grandes familles de développement actuellement. L'agilité, hein, dans un rapport de l'année passée, c'est la première fois là, depuis 2 ans qu'il y a plus de projets de développement. Parmi tous les projets de développement logiciel dans le monde, là, plus de la moitié ont été développés l'année passée avec des approches de nature agile. Et ce qu'on voit émerger dans le domaine de l'expérience utilisateur avec les approches comme Lean UX, tout ça s'intègre bien là, dans une mouvance générale vers des processus beaucoup plus itératifs, un prototypage rapide dans lequel on amène un prototype qui est réduit en fonctionnalité, mais qu'on veut rapidement l'amener dans un contexte de test et de pouvoir vraiment valider nos hypothèses auprès d'un utilisateur. Et que cette mouvance-là, la notion de prendre des décisions sur les données, en anglais on dirait empirical based finding, de prendre des décisions sur cette recherche-là, nous, on voit comme chercheurs de manière très intéressante que l'industrie se tourne vers ces approches-là où on veut vraiment aller valider nos hypothèses de design, on va voir l'utilisateur, on revient, on améliore notre prototype. Et toute cette mouvance-là, essentiellement, qu'on observe, est très en lien avec nos approches, nous, au laboratoire, où on tente de s'insérer dans ces mouvements rapides-là. Ça ne sert à rien de faire tout ça, là, tout ce que vous avez vu ce matin, si c'est pour prendre 6 mois d'analyse, puis qu'on vous revient, si vos sprints de 30 jours de développement, si on arrive avec les résultats sur l'expérience utilisateur 6 mois plus tard, tout ça n'aurait servi à rien. C'est déjà un défi de faire du UX dans des cycles de développement. Hein. Souvent, c'est l'affaire qui tombe. On dit, on n'a pas le temps, le cycle est fini, on passe à autre chose, au prochain prototype. Donc, le faire de la façon traditionnelle, de type questionnaire, entrevue, tout ça, c'est déjà difficile de le faire. Nous, on est ambitieux. Ce qu'on veut amener, c'est toutes les méthodes que vous avez vues ce matin, qui sont des méthodes implicites, donc l'engagement cognitif, affectif, etc., avec ces mesures-là, dans ces cycles de développement-là rapides. Donc, on travaille à la fois enrichir le test usager, hein, je dirais, avec des méthodes qui sont celles-là, et aussi l'accélérer pour que l'utilisation de ces méthodes-là permette aux développeurs d'être bien renseignés sur l'état du prototype et quelles sont les choses à faire sur le prochain, et rentrer ça dans un cycle de développement qui est extrêmement court, hein, qui est de plus en plus court, finalement. Quand on met l'usager dans cette loupe-là, évidemment qu'on a du feedback. Puis, ce qu'on a comme feedback, c'est souvent, est-ce que le prototype ou l'interface à son niveau de développement est facile à utiliser? Hein? L'utilisabilité de la chose qu'on est en train de développer, est-ce qu'elle augmente de prototype en prototype? Puis, ce qui est important, dans le fond, c'est que nous, on sache que ça s'améliore, mais on veut aussi savoir si l'utilisateur perçoit une utilisabilité plus grande, par exemple, parce qu'à at the end of the day, hein, à la fin de la journée, c'est du mal en français, c'est ça qu'on veut. On veut que l'utilisateur perçoive que l'interface fasse la job, là, autant que ce soit utile et facile à utiliser. S'il ne perçoit rien, bien, notre interface est super belle, super bonne, mais il n'y a pas de sentiment là, de dire, ben oui, j'aime ça, je vais la réutiliser. Donc, cette notion-là d'utilisabilité perçue est très importante. Donc, les méthodes traditionnelles ont encore leur place pour mesurer ces choses-là. Par contre, la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est l'utilisabilité, c'est bien, mais est-ce que ça assure l'engagement?
Puis l'engagement est un prédicteur important de la loyauté, de la réutilisation. Puis s'attarder à la mesure d'engagement, bien, c'est pas simple, hein, parce que, la prochaine slide, on l'a mentionné plusieurs fois depuis le début de la journée, il est difficile de mesurer dans un contexte le plus authentique possible une situation où on a besoin d'aller briser la bulle là, de l'utilisateur ou nous, comme chercheurs, si on va interrompre la tâche pour lui demander « Est-ce que vous êtes engagé? » Naturellement, mais la personne, elle est engagée. Fait que ça requiert d'aller interrompre la tâche et aller, à ce moment-là, mesurer quelque chose qui est peut-être plus ce qu'on veut mesurer. Donc, cette histoire d'ouvrir la boîte noire, c'est la grande motivation, c'est d'aller adresser des construits très importants. L'engagement, on pense que c'est très important parce que ça prédit la loyauté, mais comment on peut aller le mesurer? La façon qu'on voit l'engagement, c'est un processus, en fait. Hein, il y a des moments d'engagement. À un moment donné, on utilise une interface, puis on se dit « Ah oui, là, on est dedans, on atteint peut-être le moment de flow commence, etc. » Donc, il y a un moment d'engagement. Ensuite, il y a une période d'engagement. On peut utiliser ce site web-là, cette application-là, quelques secondes, quelques minutes, des heures peut-être. Si c'est un jeu, ça peut être pas mal plus long. Donc, cette période d'engagement-là, tout développeur voudrait qu'elle soit la plus grande possible, puis que le moment d'engagement soit le plus court possible. On veut qu'il embarque rapidement, puis qu'il reste longtemps. Puis, à un certain moment donné, bien, notre vie physique nous appelle, donc on a un moment de désengagement. La métrique de la toilette, on en parlait tout à l'heure. Oui, ouais. On a aimé ça, de toilet. Puis, à un certain moment donné, bien, on se dit, oups, on a besoin d'aller réutiliser cette interface-là, donc on a une période de réengagement, puis là, le cycle se recommence. Puis évidemment, comme on disait, plus l'engagement augmente, plus on fait la nuance entre utilisabilité et engagement, plus l'engagement augmente, bien, ça a beaucoup de bénéfices sur l'utilisation de l'interface. Et la perception que l'utilisateur va avoir, et sa probabilité de revenir, et éventuellement, si on parle de jeux vidéo, sa probabilité d'acheter des produits virtuels dans le jeu vidéo. Donc, ça a été mentionné par tous les présentateurs. On ne va pas passer beaucoup de temps ici, mais je pense que ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas c'est pas magique, là, hein? On ne peut pas aller mesurer quelque chose puis d'avoir une mesure de l'engagement. Là, ça n'existe pas. Okay? Je pense que c'est un des messages aujourd'hui. Par contre, c'est en prenant ensemble une série d'informations qu'on a sur l'usager durant son interaction qu'on est capable de créer une vision assez riche de son expérience. Et nous, on aime parler de la notion des états qui sont compatibles avec l'engagement. Donc, on veut mesurer des états émotionnels, cognitifs, comportementaux qui vont assurer que ce sentiment d'engagement-là émerge. Par exemple, un état d'anxiété, par exemple, ne serait pas compatible avec cette situation-là. Et on vous a apporté un exemple ici. Cette mesure-là a été mentionnée plus tôt dans les présentations. Je veux juste, on va parler d'un exemple peut-être auquel vous allez pouvoir bien comprendre parce qu'on a tous vécu, c'est la conduite automobile. On est tous des experts à conduire une voiture, par exemple à Montréal. Hein? Si vous avez une auto, vous savez où vous en allez, vous avez une idée générale des sources de risque. Par exemple, il y a des vélos à Montréal, on les attend, on sait où ils sont. Et donc, si on avait à mesurer votre expérience d'engagement dans la conduite, on pourrait voir que lors de l'arrivée de moments importants où il y aurait des stimuli qui pourraient être des sources de risque, bien, vous allez être en mesure de mobiliser vos compétences cognitives, affectives pour les détecter. Et ce signal-là qu'on mesure dans la paume de la main, hein, ces deux électrodes qui sont placés, qui viennent essentiellement mesurer la sudation, c'est associé dans la littérature on appelle ça l'activation. Hein. Donc, c'est associé au stress, c'est associé à différentes émotions qui peuvent être de la frustration, ça peut être donc, il y a différentes mesures, il y a différents construits en psychologie qui ont été associés à la réactivité. Mais ce qui est important dans ce cas-ci, c'est la variation de ce signal-là. Hein. Si, vous voyez, là, l'activité électrodermale, ça se mesure, l'unité de mesure, c'est du micro-Siemens. Hein, donc, c'est une unité de conductance électrique. Et la variation du signal, essentiellement, nous démontre que, ce serait la ligne en vert, la personne, elle réagit à l'environnement, est capable de dire, OK, il y a un stimuli là, c'est peut-être une source de risque, on va la voir réagir. Quelqu'un qui est dans l'état d'hypervigilance. Essentiellement, vous êtes tous des experts à conduire à Montréal. Vous êtes peut-être des novices pour conduire à New York. Si je vous amène à New York, puis soudainement, là, il y a plein de stimuli autour de vous, vous allez voir plein de vélos, de piétons, de taxis. Soudainement, vous ne savez plus ce qui est une source de risque. Vous allez tenir votre volant comme ça, vous allez être hyper vigilant. À ce moment-là, on a une courbe dans le haut.
personne-là n'est pas engagée, là, elle est juste hyper vigilante dans la situation. Et c'est ça la balance fine dont parlait Patrick. L'idée ici, c'est que quelqu'un d'engagé va réagir au stimuli, puis on va voir là, des fluctuations dans son émotion. Et, par exemple, l'état en bas ici, qui est l'état de nos étudiants, par exemple, après un long cours où on aurait cet état d'apathie, la personne est en train de se dirige vers le sommeil. Là, okay? Donc, on ne pourrait pas qualifier ça non plus d'engageant comme situation, mais encore là, c'est beaucoup dans la fluctuation. Hein? Donc, l'amplitude du signal et sa fluctuation viennent nous informer d'un état qui est compatible avec être engagé. Ici, on a une illustration, un engagement, on dirait plutôt émotionnel. Hein? Est-ce que la personne est anxieuse et stressée, donc la courbe du haut? Est-ce qu'elle est dans une zone qui est intéressante, là, ou est-ce qu'il y a de la réactivité? Ou est-ce qu'on est en bas, puis là, il y a des gens qui dorment dans la salle, là, vous êtes complètement désengagé? C'est pas ça qu'on veut dans nos interfaces, évidemment. On va vous présenter quelques exemples de projets qu'on fait avec nos partenaires à différents moments de ce processus-là d'engagement. On va commencer par Tribal Nova. Donc, Tribal Nova, on a ici des représentants de Tribal Nova, une division d'une compagnie américaine de HMH, un éditeur dans le domaine des applications pour la formation, l'enseignement. Et on a un projet avec eux qui est financé par le CRSNG. Donc, le CRSNG au Canada, c'est un organisme subventionnaire qui est là pour assurer la recherche en génie, en sciences, mais il y a des programmes spécifiques pour mailler les universités, les entreprises pour être capables de cofinancer la recherche lorsqu'il y a une problématique scientifique intéressante, mais aussi il faut que la recherche bénéficie à très court terme les objectifs organisationnels. Donc ici, on a un projet qui porte spécifiquement sur les émotions négatives qui sont liées à des interfaces éducatives. Hein? Donc essentiellement, on veut mettre les élèves en contexte d'apprentissage des mathématiques. On veut voir comment le design, le UX de l'application peut venir générer des sources de frustration. Puis lorsque ces sources de frustration-là, comment ça impacte à terme la persévérance scolaire de l'enfant dans l'application. Une des théories en psychologie qu'on utilise, c'est une étude que vous connaissez peut-être sur les radis. Hein? Donc, c'est des enfants à qui on a présenté, avant de faire des mathématiques, on leur présente des biscuits au chocolat et des radis. Et le groupe donc, un groupe va aller manger les biscuits au chocolat, puis ensuite vont faire des mathématiques, puis ils vont voir les radis. L'autre groupe va manger les radis, vont voir les biscuits au chocolat, on va les amener faire des mathématiques. Et le groupe qui mange les radis, essentiellement, vient réduire sa persévérance. Ils ont tellement investi émotionnellement à manger les radis que leur persévérance dans la résolution du problème mathématique est beaucoup moins grande. Essentiellement, l'analogie ici, c'est un mauvais UX. Est-ce que ça vient réduire cette persévérance-là? Est-ce que ça vient créer des émotions négatives? Et à terme, comment on peut développer, le but de ça, c'est de développer des guidelines pour les développeurs d'applications éducatives, comment on peut venir réduire ces émotions négatives-là dans le focus d'augmenter la persévérance de l'apprenant. Donc, on a ici, par exemple, on utilise l'oculométrie, on utilise des émotions faciales des enfants pour être capable d'aller mieux comprendre qu'est-ce qui génère les émotions positives et négatives. Un autre projet qu'on fait avec un autre partenaire qui est Sobeys, qui est aussi pas le moment d'engagement, mais plutôt la période d'engagement. Si vous avez déjà essayé de faire votre épicerie en ligne, c'est quand même demandant. Hein? Si vous la faites au complet, là, vous allez peut-être acheter 50, 70, 100 items. Donc, vous prenez peut-être 100 micro-décisions. Chaque décision est relativement difficile comparée à faire cette même décision-là en magasin. Si vous achetez, je ne sais pas moi, un tourne-dos en magasin, bien, vous voyez, vous touchez, vous pesez, vous mettez dans votre panier, puis c'est réglé, ça prend quelques secondes. En ligne, c'est plus compliqué parce qu'on a une photo d'un produit, que ce ne sera pas le produit qu'on va avoir. On a des kilogrammes, on a des livres, on a des prix, on a une description. Donc, c'est assez compliqué. Puis, c'est un défi pour les entreprises comme Sobeys qui vendent en ligne aussi, de dire bien, le panier d'achat moyen en ligne, il faudrait qu'il soit équivalent au panier d'achat moyen en magasin, mais on n'y arrive pas tout le temps parce que ça demande beaucoup de persévérance de faire son épicerie en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile qu'en magasin. Donc, on a un projet de recherche avec eux qui, notamment, regarde la charge cognitive durant ces différentes prises de décision-là en ligne. Puis l'idée, c'est évidemment de diminuer le plus possible la charge cognitive, donc de rendre les décisions faciles à prendre par une description qui est claire, des photos qui représentent bien le produit, etc.
et en même temps de réduire les émotions négatives et potentiellement augmenter les émotions positives, donc voir des belles photos, voir Ricardo, voir des recettes, etc. Pour les dames dans la salle. Ça aide de voir Ricardo. Oui, c'est ça. Fait que ce deuxième projet-là est encore dans ce contexte-là d'engagement et sur d'augmenter la période d'engagement, si on veut. Un autre projet qui est financé par le CRSNG en collaboration avec une firme Hibernum. On a des représentants de Hibernum aussi dans la salle. Ici, c'est une problématique liée aux jeux vidéo. C'est toujours, il y a une notion de formation. Hein? Donc, comment on peut amener le joueur de jeux vidéo à apprendre rapidement lors de sa prise en main? Comment on peut l'amener à apprendre rapidement les contrôles du jeu? Puis une des problématiques, c'est qu'un tutoriel de jeu, bien, on n'a pas acheté le jeu pour ça. Hein? On l'a téléchargé parce qu'on veut jouer. Et le tutoriel, c'est ce qui nous sépare de pouvoir jouer. Comme nous et le lunch. Comme nous et le lunch. Et d'être capable d'amener le tutoriel à être aussi engageant que le jeu. Hein? Si le tutoriel n'est pas aussi captivant qu'on voudrait, bien, peut-être qu'on va avoir une mauvaise impression du jeu. Si le tutoriel, finalement, est réduit pour accélérer le processus, peut-être que ça va devenir anxiogène. Puis à ce moment-là, je vais sentir que je n'aurai pas les compétences pour être capable de jouer au jeu. Tout ça, évidemment, dans l'optique que dans un modèle où on développe des jeux puis que la rentabilité vient par l'achat dans le jeu, très important que les gens terminent le tutoriel. Donc, on a également un projet ici pour vraiment aller mesurer ces émotions-là durant le tutoriel, puis comment, avec une firme Hibernum là, qui est très avant-gardiste dans l'interaction qu'on a eue avec eux, d'être capable de marier les données d'utilisabilité du jeu, les données comportementales du jeu, avec des données d'oculométrie, de rythme cardiaque, pour vraiment aller mesurer cette expérience-là dans le tutoriel, dans le but de l'optimiser. À date, on vous a parlé d'engagement, où est-ce qu'on veut des projets, où est-ce qu'on veut augmenter l'engagement, donc avoir l'engagement rapidement, puis ensuite la faire durer le plus longtemps possible. Il y a d'autres contextes, je dirais plus sociaux, ça c'est des projets sociaux, moins commerciaux, où est-ce qu'on s'intéresse au moment de désengagement. Je suis sûr que vous avez déjà tous fait ça, texter en marchant. C'est dangereux. C'est dangereux parce que quand vous textez, évidemment, vous ne regardez pas trop ce qui se passe. Puis même quand vous voulez regarder ce qui se passe, votre attention visuelle va regarder l'environnement, mais votre attention cognitive est encore sur votre texte. Donc, vous avez un petit délai ici, c'est comme un élastique, si on veut, là, pour que les deux se rejoignent. Là. Il y a un petit délai, puis c'est dans ces délais-là que les gens tombent en bas des escaliers, se font frapper dans la rue, etc. Donc, on pense qu'on voit ce qu'on regarde, mais dans le fond, notre cerveau est encore occupé à traiter l'information qu'on avait avant. Donc, ça, c'est un projet où est-ce que nous, ce qu'on veut amener, c'est comment on peut réduire ce moment le plus rapidement possible, ce moment de désengagement-là, pour que quand on se désengage de notre interaction, que le plus rapidement possible, notre engagement cérébral va avec notre engagement visuel. Donc, c'est l'autre côté de la médaille, je dirais, de l'engagement. Il y a peut-être des endroits où est-ce qu'on veut désengager rapidement pour ne pas avoir de problèmes de santé graves, je dirais. Comme mourir. Comme mourir. Ouais. C'est assez définitif comme problème. Oui, effectivement. Écoutez, on approche la fin. On voulait vous partager que nous, essentiellement, on est des chercheurs. On collabore souvent avec l'industrie, mais évidemment, l'objectif, c'est de créer de la nouvelle connaissance. On a un nouveau livre qui va bientôt paraître à Springer, où on a un peu mis ensemble là, ce qu'on a compris jusqu'à date dans un domaine, donc l'utilisation des théories et des outils de neurosciences au développement des systèmes. Donc, c'est un livre qui est à venir bientôt, où on a un peu regardé ça fait déjà 8 ans là, qu'on organise une conférence internationale sur le sujet. Donc, on a mis notre cerveau sur papier. Si je peux faire une dernière plug, ça c'était la première. L'autre, on a lancé, en fait, cet hiver commence un nouveau microprogramme à HEC, microprogramme en expérience utilisateur. Donc, la première cohorte est pleine, là, mais ça va revenir, ce microprogramme-là. Donc, s'il y a des gens dans la salle ou des gens que vous connaissez dans l'industrie qui aimeraient se former sur l'expérience utilisateur en utilisant, entre autres, des méthodes qu'on utilise au Tech 3 Lab, bien, ça serait un bon endroit et un bon temps pour penser à ça. Vous allez sur hec.ca/UX, vous allez voir la page, la prochaine inscription est durant l'hiver. Pour nous, c'est notre véhicule de transfert de nos recherches. On enseigne dans le programme. C'est un programme où qui est à la maîtrise. Et l'idée de mettre ensemble des théories qui viennent de la psychologie, parce que c'est un peu là-dessus qu'on travaille, mais aussi ce qu'on fait en technologie de l'information, en marketing,
mais également en statistique, parce qu'au final, vous êtes là pour informer le design avec des résultats empiriques. C'est important de bien comprendre ces résultats-là pour prendre les bonnes décisions. Donc, on a mis ensemble là, des chercheurs de différents domaines pour créer un programme multidisciplinaire qui couvre autant la psychologie marketing, les technologies de l'information et les statistiques. Pour la suite des choses, donc, le lunch s'en vient. Merci Après beaucoup de le votre attention, lunch, votre engagement. ouais, vous êtes très engagés, c'est bien. Cet après-midi, comme on a dit tout à l'heure, au début de la journée, à 1h, ouais, on devrait y arriver, peut-être 1h10, là. 1h10, on revient. On a les ateliers ici qui sont là. Donc, oculométrie en premier, ensuite émotion. Puis ensuite, nous, on va revenir parler de développement agile encore une fois. François Courtemanche est responsable d'opérations au laboratoire. Il a un doctorat en informatique physiologique. Donc, ses travaux, mais c'est aussi un expert en oculométrie. Puis l'idée, c'est vraiment de vous amener à comprendre de manière un peu plus détaillée quels sont ces outils-là, ces mesures-là. Certaines d'entre vous, dans vos organisations, vous avez déjà des oculomètres, mais le prix des oculomètres réduit rapidement. Puis, je pense que, du moins, c'est dans nos programmes, nous, on forme nos étudiants à être capables de le faire parce qu'à terme, on pense vraiment que l'oculométrie va percer d'un point de vue beaucoup plus accessible pour l'industrie. Puis, dans le cas d'Élise, qui est également chercheur postdoctoral au laboratoire, Élise a une formation en neurosciences et je pense que la compréhension des émotions, être capable de vraiment comprendre les différentes dimensions puis comment on le mesure. Donc, on va passer un autre 45 minutes là-dessus. Donc on termine avec bons speakers. bon appétit. À tout à l'heure. Merci beaucoup de votre présence.